Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le CELAT de son accueil ici à Québec. Je suis très, très contente d'être parmi vous, d'être enfin au Québec, puisque je m'intéresse aux questions d'interculturalité, puis plus récemment aussi aux questions d'action communautaire, etc. Donc ça fait quelques années que mon regard est tourné vers ce qui se passe ici et que je brûlais de venir vous rencontrer. Et que les travaux du CELAT me semblent particulièrement, et des membres du CELAT me semblent particulièrement intéressants. Donc je suis heureuse de pouvoir venir échanger avec vous, et en particulier de cette recherche. Alors je tiens à préciser que cette recherche elle est toute fraîche. On a rendu le rapport fin janvier. Donc voilà, le papier là vient d'en être la réduction récente. Camille en est témoin. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à être assez claire dans mon propos sur ce que j'en retiens d'essentiel. Et puis autre précision, ça a été dit, mais je ne suis pas une spécialiste du patrimoine. Je suis venue là à ces questions plutôt par l'immigration, par les questions d'interculturalité, ces enjeux. Donc ce que je défriche du côté du patrimoine est assez récent pour moi. Alors je ne l'ai pas fait seule. J'ai notamment fait cette recherche avec Michel Rothenberg, dont c'est un petit peu plus la spécialité quand même. Donc cette recherche, elle a pris pour terrain le Centre culturel œcuménique de Villeurbanne, qui, dans la perspective de ces 50 ans qui ont eu lieu en 2013, avait engagé dès 2008 une recherche-action où il s'agissait de revenir sur ces 50 ans de son histoire. Un des membres du conseil d'administration du CCO, alors CCO c'est l'appellation réduite de Centre culturel œcuménique Jean-Pierre Lachaise de Villeurbanne, qui est aussi ethnologue et qui avait fait une étude sur les actions mémorielles liées à l'immigration dans la région Rhône-Alpes, soulignait au début de ce processus en 2008 que l'équipe actuelle était attentive à la transmission de son histoire qui fait la richesse et l'originalité du lieu. Et il notait que plutôt que de se questionner sur la légitimité à se réclamer ou non de lieu de mémoire de l'immigration, il mène au quotidien un travail de mémoire sur lui-même. Il s'est tiré une richesse de la mouvance humaniste chrétienne qui l'a fait naître et des apports avec la société en mutation qui a fait évoluer l'équipement pour sans cesse l'adapter au mieux à la réalité des populations en recherche de reconnaissance, de légitimité et de cadre d'expression. Donc on est parti de cette envie d'une structure de travailler là-dessus. Michel Rothenberg, qui est donc membre du Centre Max Weber, était associé dans ce projet avec le RISE, qui est un centre de mémoire et d'archives de la ville de Villeurbanne où est installé le CCO. Et puis il y avait un travail qui avait été engagé avec un laboratoire d'histoire, et notamment Olivier Châtelain, un historien. À la fois Michel Rothenberg et Xavier Delacelle, qui est directeur du RISE, font partie du GIS, donc du groupement d'intérêt scientifique, qui s'appelle Institution patrimoniale et pratique interculturelle, qui s'est donné pour objet de réfléchir sur la façon dont les institutions patrimoniales prennent en charge ces questions d'interculturalité. Je ne vais pas développer ça maintenant, on pourra y revenir dans la discussion. Et les réflexions conduites par ce GIS sont amenées à la proposition d'un appel à projet par le ministère, qui va donner l'opportunité au CCO et à ce projet de recherche porté au début seulement par l'association, de se développer et donner davantage de moyens pour conduire la recherche-action dans laquelle je me suis inscrite. Donc on a intitulé Pratique interculturelle et institution d'un patrimoine, 50 ans d'activité au CCO Jean-Pierre Lachaise. Dans ce cadre-là, donc, il y a une doctorante qui a commencé un travail de thèse à Aubry, et puis deux autres collègues qui ont été associés, Dominique Belkis qui a travaillé d'abord plutôt sur les questions de réfugiés, questions politiques liées à l'immigration, et puis Fabienne Tanon qui est psychologue interculturelle qui s'est joint à nous. Et c'est à ce moment-là que Michel Rothenberg m'a proposé de diriger le projet. J'étais moi déjà en lien avec le CCO puisque c'est un partenaire du master action communautaire dont je m'occupe. Le CCO étant un lieu
il y a des choses qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler ici de l'action communautaire. En France, le terme action communautaire, ça n'existe pas. Ça fait peur, ça fait penser à communautarisme. C'est quelque chose de très, très inquiétant. Donc la recherche-action qu'on a conduite, elle a constitué à la fois un prolongement de ce que le CCO avait initié et une dérivation, puisqu'on arrive avec cette notion de patrimoine qui n'était pas présente dans le projet initial, et vous allez voir comment ça a pu poser question, poser problème. Et en même temps, c'est aussi un retournement de la question que se posait le GIS et le ministère, puisqu'on ne parle pas d'une institution patrimoniale. Ce qui nous intéressait, c'est d'abord de comprendre comment s'était mise en place dans la durée une pratique originale de l'interculturalité, et puis de se demander si cette démarche engagée au CCO, qui est vue comme une institution culturelle dans la région, même si c'est une association, mais depuis 50 ans, il y a quand même une certaine reconnaissance qui s'est faite, en quoi ce qu'elle était en train de faire sur son histoire, ça faisait patrimoine, ça relevait d'un processus de patrimonialisation. Finalement, comment ce qui se met en place, qu'est-ce que cette démarche nous dit de la construction de ce lieu comme lieu qui fait place à l'altérité, quelle est cette mémoire de l'interculturalité qui se construit là. Finalement, on a trouvé cette formule un peu provocante, un peu que je vous ai proposée comme titre. Comment peut-on patrimonialiser l'interculturalité, en faisant un petit peu écho au titre Comment peut-on être persan de Montesquieu, de cette espèce d'impossibilité, enfin de quelque chose qui nous semblait peut-être pas si évident que ça. On ne pensait pas que la provocation s'adresserait aussi à nous, parce que le processus de recherche n'a pas été si facile que ça. Vous allez voir un petit peu quelles ont été les difficultés qu'on a rencontrées. Cette démarche de recherche-action, elle s'est voulue pragmatique. Il faut que j'arrive à mettre le titre, voilà. Au moins à deux sens du terme. D'abord, on a appelé ça recherche-action parce que les gens, ils avaient appelé ça recherche-action. En reprenant leur logique à eux, leur manière de faire, le CCO a depuis longtemps et toujours fait des études, des recherches. Je vous ai parlé de Benjamin Van der Leek qui est membre du CA et ethnologue. Il y a eu déjà des études faites, donc qui sont dans ces démarches-là de mettre leur pratique en réflexion. Donc c'était cette idée-là. Et puis, dans un sens plus théorique, notre idée était, donc en référence à la philosophie pragmatiste, de considérer l'enquête comme un processus expérimental, de faire une communauté d'enquêteurs avec les gens du CCO, en gros avec une question partagée avec les gens qui était « Que faisons-nous des 50 ans du CCO ? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 50 ans au CCO et qu'est-ce qu'on va en faire avec les acteurs ? Qu'est-ce qu'ils en ont déjà fait, puisqu'il y avait déjà eu un mémoire de faits, des bouts d'histoire construites. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça et qu'est-ce qu'on va continuer à faire au moment du cinquantenaire ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'idée étant que l'objet n'est pas encore constitué, mais que c'est en expérimentant dans le cours de l'enquête qu'on va progressivement trouver des prises qui vont nous constituer des données pour résoudre cette question de qu'est-ce qu'on fait des 50 ans. Cette perspective pragmatiste, elle invite à considérer le patrimoine davantage comme une activité que comme un objet. Ça nous a amené à développer différentes méthodes que je ne vais pas complètement détailler, mais d'abord relire ce qui a déjà été produit sur le CCO et par le CCO. Ensuite, mettre en place des ateliers participatifs avec les acteurs, et puis parallèlement on avait l'historien, je vous ai dit dans le désordre, c'est pour ça que c'est pas forcément génial d'être assise là, mais tant pis. Donc l'historien avait continué à travailler sur certains pans d'histoire, notamment la place des communautés au CCO dans le temps, et puis on a décidé de mettre en place des ateliers d'ouverture d'archives, ateliers de recueil de témoignages des associations qui ont vécu au CCO. Je vais venir tout de suite sur cette histoire particulière et qui a été au CCO, et organisation de moments collectifs de travail avec les gens du CCO, ceux du CA et puis des acteurs associatifs. L'idée était d'organiser ensuite le moment du cinquantenaire, non pas comme un moment de restitution des résultats, mais comme un moment où on inviterait le public à partager leur vécu du CCO, à partager des moments festifs et à partager aussi des moments
de réflexion, puisqu'il y avait aussi l'organisation d'une table ronde sur la question des droits culturels et de journées d'études sur la question de la création artistique comme moyen d'activation citoyenne. Donc c'était un truc très foisonnant. Il y avait aussi un concert le soir, l'écriture d'un ouvrage collectif. Voilà, donc on a fait quelque chose de, à l'image du CCO de très foisonnant. Donc je vais revenir dans un premier temps sur les éléments historiques pour que vous compreniez un peu ce qu'est le CCO et puis quel constat ça nous a permis de faire, qu'est-ce qu'on a compris aussi de ce qu'était cette structure, pour revenir dans un deuxième temps sur ce qu'on a appelé le patrimoine impropre du CCO et qui nous a semblé permettre de comprendre un petit peu comment l'interculturalité pouvait faire patrimoine, si tant est que ça puisse faire patrimoine. Donc un premier point autour de l'ensemble des récits qui existaient et puis de ce qu'on a constaté sur des difficultés d'appropriation liées à ces récits. Donc quelques repères historiques. Donc la création en 1963 d'une aumônerie étudiante, donc on a un gros campus, l'INSA qui est un campus plutôt de sciences dures, avec une aumônerie étudiante qui d'emblée accueille à la fois des catholiques et des protestants, d'où l'œcuménisme, et qui est très rapidement un lieu d'accueil d'étudiants étrangers et mai 68 arrivant aussi rapidement derrière, un haut lieu de débat politique, plutôt à gauche, avec l'engagement dans des causes internationales et qui accueille assez rapidement aussi, avec les étudiants étrangers, des associations communautaires. On comptera au CCO, dans les années qui suivent, près de 250 associations communautaires d'étudiants de différentes provenances. Donc c'est énorme le nombre d'associations qui trouvent là un lieu d'accueil et de développement. Ensuite, il y a une laïcisation progressive qui se fait. Alors paradoxalement, c'est à travers la gestion par une communauté mariste qui est relue après cette gestion comme un moment de laïcisation de la structure. Et puis donc l'engagement fort dans la lutte pour les droits de l'homme, pour le droit au logement, pour les questions d'insertion. Et puis le CCO s'ouvre au quartier à la lutte pour les populations défavorisées. Et il commence parallèlement à être reconnu et subventionné par le Fonds d'action sociale, par les politiques en direction des migrants. Et dans les années 90, une reconnaissance dans les gros dispositifs de politique de la ville et une institutionnalisation plus forte avec des subventions qui font que son chiffre de fonctionnement, enfin les moyens financiers qui vont avec sont beaucoup plus importants. Ça va avec une professionnalisation beaucoup plus importante dans les années 90. On n'a plus de religieux à partir de 95. Le dernier religieux qui était animateur religieux, un homme charismatique incroyable dont le nom sera donné à la structure, Jean-Pierre Lachaise, qui quitte la structure cette année-là. Donc ensuite, c'est complètement laïque et beaucoup plus professionnel, avec des objecteurs de conscience qui seront là aussi pour faire tourner le CCO pendant plusieurs années. Et puis sur la dernière décennie, des projets internationaux, des projets notamment au niveau européen, pas mal d'échanges avec le Brésil, puisque l'actuelle directrice est d'origine brésilienne, mais l'historique lui-même, qui a été fait dans un mémoire d'étudiant et puis par l'historien, s'est arrêté en fait en 2000. Tout le travail qui a été fait sur les archives, etc., n'a pas pris en compte les archives de 2000 à 2010, 2013. Et ça, quand on a rendu le rapport, la directrice a dit « Mais pourquoi finalement on n'a pas fait ça? On a fait plein de choses à cette période. » Il y a une espèce d'oubli finalement dans ce travail de périodisation, sans doute nécessaire, comme dans tout travail de mémoire, de reprise, mais qui a été regretté à la fin de la recherche. Quel constat on peut faire de cette mise en mémoire et de ces récits historiques, de ces pans d'histoire qui sont écrits sur le CCO?
Premier constat, c'est que le CCO apparaît comme un lieu de carrefour, un lieu porteur, souvent une condition de faisabilité d'un certain nombre de luttes, d'existence même des communautés qui sont accueillies là. Mais alors du coup, chaque fois que des histoires sont racontées, on dit mais ça c'est pas le CCO. Ça c'était la lutte pour le terrain de ceci, ça c'était le droit au logement, mais ça c'est telle association, mais c'est pas le CCO. Donc à chaque fois c'est les histoires des autres. C'est les histoires de l'autre, mais c'est jamais. Et au niveau des archives, si on voulait vraiment creuser ces histoires, il faudra aller chercher d'autres archives. Elles sont pas toutes au CCO. Donc il y a une espèce de difficulté à raconter l'histoire du CCO. Quand on commence à creuser, il faudrait raconter l'histoire du mouvement Beurre, l'histoire de la lutte de ceci, cela, l'histoire des sans-papiers, mais c'est jamais l'histoire du CCO. Mais ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce lieu pour que ça ait lieu. Donc il y a une espèce de décalage comme ça. On n'est jamais dans la bonne. Mais en même temps, c'est bien l'histoire du CCO qui se raconte à travers ça, mais chaque fois on s'échappe. Donc quand il y a des bouts de films, d'entretiens filmés, ça mais oui, mais là il s'échappe. Mais non, c'est bien. Donc on est toujours... L'historien aussi dit, je croyais que c'était l'histoire. J'ai mis du temps à comprendre que c'était pas le CCO qui avait fait cette lutte. Et on lui dit mais si, mais non. Enfin voilà, on est toujours sur ce... On peut pas et on veut pas se l'approprier. Deuxième point important, c'est que l'aspect religieux sur lequel l'historien, qui lui-même a fait une thèse sur les mouvements religieux à Lyon, du coup il a plein d'éléments pour remettre en contexte. Mais alors ça énerve les gens du CCO, parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on les rattache à cette histoire des religieux, tout ça. Eux ils sont laïcisés, il y a de la militance politique forte, et ils n'ont pas envie d'être seulement indexés à cette histoire religieuse. Même dans l'écriture du rapport, on a eu des tensions là-dessus, sur comment on doit interpréter ce rattachement religieux. Les historiens disant mais si, c'est les faits historiques. Et les gens du CCO disant oui, mais non, enfin on ne veut pas que ça soit ça, la vérité historique qui reste sur le CCO. Donc conflit un peu entre histoire, mémoire, que faut-il dire, comment faut-il le dire. Donc là aussi, difficulté à s'approprier cette histoire religieuse, pourtant connue, hein, et beaucoup sont issus de cette histoire-là. Mais voilà, deuxième point de constat. Troisième point, ce qui finalement est raconté et transmis, c'est tout un discours sur les grands principes de l'accueil, de l'accompagnement, le militantisme, les expériences collectives. Il y a un discours on retrouve tout le temps les mêmes mots, et quand on a fait nos ateliers, les chantiers avec le public pour le cinquantenaire, on est saturé de ce discours sur l'accueil, l'hospitalité. On retrouve toujours les mêmes mots. Je pourrais vous montrer une diapo à la fin d'un recueil qu'on a fait sur la question du déménagement du CCO qui arrive au cours de la recherche là. On a ce vocabulaire presque, le jour du cinquantenaire, il y a des mots qui sont écrits aussi au sol, on retrouve toujours ces mêmes mots, au point qu'on se dit, bon, il sert un espèce de prêt-à-penser, de sens commun, qu'est-ce qu'il y a là derrière, enfin, mais c'est ça qui se transmet, il y a une espèce de mythe comme ça, CCO, sur lequel on a un peu du mal à avoir, nous, des prises, mais qui fait le ciment des gens à travers le temps. Pour les 25 ans du CCO, ils avaient dit les mêmes choses, on les retrouve 25 ans après, enfin voilà, quelque chose qui est fort et qui lie les gens, mais on a un peu du mal à avoir des prises là-dessus. Quatrième point, on essaye, nous, d'avoir des prises sur les pratiques interculturelles, mais par définition, ce n'est pas forcément des traces, quoi. Dans les archives, il y a des archives administratives de l'association, des CA, mais ce qu'ils ont fait, il y a une pauvre affiche d'un super festival, mais... Voilà, dans les archives plus récentes, il y a des films, mais qu'est-ce qui fait l'interculturel? Tout ça, c'est difficile à saisir quand même. Donc on a assez peu d'éléments. Ce qui compte en fait pour les personnes, c'est pas tellement de faire trace, c'est le cadet de leur souci, ça, c'est qu'ils veulent faire des choses. Ils veulent être en relation, faire des projets. C'est aussi pour ça que dans la méthode qu'on a mis en œuvre avec eux, il ne s'agissait pas de faire patrimoine. Mais le cinquantenaire, il fallait agir. Et nous, on s'est retrouvés embringués aussi dans cette action à faire avec eux. Au point qu'à un moment, on s'est dit, mais quand est-ce qu'on pense? Quand est-ce qu'on produit quelque chose, nous? Au point de se faire même reprocher de ne rien produire. Qu'est-ce que vous faites, les chercheurs? Où vous en êtes? Ben là, on s'organise de qu'est-ce qu'on mange à midi? Est-ce qu'on a bien pris l'avion de Julie Châteauvert qui vient du Québec pour faire le book sprint? Et puis on s'est retrouvés à faire. Et plus, voilà, donc nous aussi pris dans cette folie d'œuvrer, là, de faire, de mettre en œuvre les choses. Ça nous a amené à proposer l'hypothèse suivante, que j'avais sorti un peu de mon chapeau, comme ça, sans trop mesurer ce qu'il y avait derrière, qui était cette idée d'impropre, avec l'idée que l'interculturalité serait là-dedans, quoi, dans quelque chose qui n'est pas propre au lieu, l'impossibilité de s'approprier ce patrimoine, et que ça serait là, dans cette fabrique du commun, que se logerait justement l'interculturalité.
que les gens amèneraient des choses de l'extérieur, qu'ils le fabriqueraient là et puis qu'ils iraient le reporter ailleurs une fois qu'ils sont... voilà, que le CCO leur a apporté des choses, ben, ils repartent avec, qu'il y aurait quelque chose là d'important dans ce que serait... donc j'avais présenté ça au moment du cinquantenaire dans une table ronde où on devait dire un petit peu qu'est-ce qu'on trafiquait dans cette recherche-action. C'est tombé complètement aux oubliettes. Ce que j'ai dit là, personne l'a entendu, c'était pas entendable, c'était pas compréhensible, et même nous, on savait pas bien quoi en faire, et il a fallu qu'on continue d'œuvrer avec le CCO et de rentrer un peu plus dans la matière de ce qui avait été fait avant, puis de ce qui était sorti des différents chantiers pour arriver à documenter un petit peu ce caractère impropre, ces mots qu'on entendait, qu'est-ce qu'il y avait derrière, pour commencer à saisir un petit peu la richesse de ce qui était dit par les gens du CCO, puis la force de ce qui était à l'œuvre dans ce caractère impropre. Parce que quand on dit aux gens vous avez un patrimoine impropre, c'est quand même pas très valorisant, quoi. C'est un côté un petit peu péjoratif. Moi, j'y mettais des éléments théoriques dont je vous parlerai tout à l'heure, mais ça avait un côté, bon, pas très tentant, quoi, comme proposition, il faut bien le dire. Et puis même pour nous, ça restait un peu inaccessible. Disant ça, on sentait bien qu'il nous échappait quelque chose, mais on ne savait pas bien dire, quoi. Donc ça nous a amené à proposer... Donc je vous illustre quand même le genre d'entretien qu'on avait où ils ne nous aidaient pas non plus beaucoup. où même l'idée de patrimoine, ça leur allait pas trop. Hein. Je vous laisse lire un petit peu, hein, je vous le relis pas, mais... un entretien donc fait par Fabienne Tanon avec, oui, je vous ai mis quelqu'un qui était de l'association Solidarité France-Palestine, qui est au CCO depuis 35 ans, hein, dont le mari a été président du CCO. Donc quand on dit patrimoine, les gens ils disent non, quoi. Bon, c'est pas très aidant au départ, et c'est effectivement toujours dans, voilà, il faut faire des choses, oui, s'ouvrir au monde, comprendre le monde qui nous entoure. Donc on avait ce vocabulaire très fort, hein, cette question, il faut garder l'esprit, il faut tenir quelque chose. C'était ça qu'on avait souvent, tenir cette solidarité, cette ouverture à l'autre. Ça nous a amené à creuser 3 dimensions des pratiques interculturelles. Je pourrais revenir sur cette inter, parce il se passait beaucoup de choses entre les gens, pas seulement qu'entre les cultures. Donc on avait mis l'inter comme ça, et culturel, parce qu'il y a aussi beaucoup de pratiques culturelles, artistiques, etc. Donc voilà le pourquoi de ce découpage, qui était transmise à travers des valeurs et en même temps des savoir-faire, donc qui constituait, voilà, le cœur un peu du CCO, de ce qui se transmettait. Pour analyser ça, je me suis appuyée beaucoup sur une trame de philosophie de Hannah Arendt, que je vous résume là à travers la citation de Tassin, qui a un peu été le fil d'analyse des 2-3 éléments forts qu'on a pu faire émerger un petit peu de tout ce qu'on a saisi à travers à la fois les entretiens qui avaient pu être faits et qu'on a continué à faire, les ateliers participatifs qu'on avait mis en place, et puis les observations de la vie quotidienne du CCO. Trois éléments importants ont pu être pointés. Un premier sur l'hospitalité, l'importance de l'accueil. On a identifié toute cette place des associations et des étrangers au CCO, en voyant comment le CCO était d'emblée passé en fait d'une conception religieuse de l'œcuménisme comme tolérance à un principe d'hospitalité pure, qui consiste à accueillir pour Arendt l'étranger dans le respect de son entière singularité. Donc je ne vais pas vous
expliquer ça dans le détail, hein, mais en voyant notamment comment se faisait une articulation entre tolérance sociale, les gens sont là, on fait avec, et hospitalité politique, notamment avec un rôle extrêmement important de la dimension de l'amitié, l'engagement des gens dans les relations d'amitié, mais ça se donnait à voir partout. On avait fait un travail sur les relations en réseau et une analyse de cartographie où les gens venaient dans ce qu'on avait appelé un labo des connexions, où ils devaient dire par qui ils avaient connu le CCO, quel lien ils avaient, mais c'était incroyable tout ce qui ressortait en termes de relations d'amitié, de liens noués d'amitié à travers le CCO. Donc à travers ce que Derrida appelle une politique de l'amitié, mais extrêmement forte. Donc ça, c'était un premier point tout à fait significatif, dont témoignait un des premiers prêtres qui avait accueilli, qui s'était trouvé lui-même bousculé dans ces principes même de qu'est-ce que c'est que d'accueillir, quoi. Il était complètement bousculé dans ses propres principes. Deuxième dimension importante à l'œuvre au CCO, c'est la dimension de l'accompagnement, ce qu'on appelait la capacitation. C'est-à-dire, on accueille les gens comme ils sont, avec ce qu'ils transportent de leur culture, voilà, mais on est aussi attentif à ce qu'ils aspirent être et devenir, et on les aide à s'ouvrir à autre chose, en leur donnant d'abord des moyens, des locaux, une boîte aux lettres, une adresse, des choses toutes simples, mais aussi des moyens techniques, logistiques, de formation artistique, de comment on monte une association, comment on s'organise, de rencontres avec d'autres, et tout un rôle de conscientisation, de reconnaissance, de professionnalisation, un accompagnement extrêmement fort comme ça, avec des méthodes d'éducation populaire, d'action communautaire quasiment, à travers les actions militantes, notamment de défense des droits, etc., et d'émergence artistique, hein, puisqu'il y a eu tout un rôle du CCO sur l'émergence artistique. Si on a le temps, à la fin, je pourrais vous donner deux exemples. L'un plus historique sur le parcours, le témoignage d'un artiste qui avait démarré dans des friches, et puis l'autre sur ce qu'on a fait nous sur l'ouvrage collectif, la façon dont ça a été ressaisi après, qui est particulièrement significatif de qu'est-ce que les gens font du patrimoine, quoi, qui était là aussi inattendu. Troisième dimension, qui est la création et ce qu'on a appelé les compétences au rassemblement. C'est-à-dire que le CCO ne se contente pas d'être un lieu où il se passe des choses et qui accueille des gens en son sein, mais qui est un lieu qui crée depuis les années 80, mais en particulier depuis les années 90. C'est un lieu qui s'est lui-même constitué comme lieu qui crée des spectacles, qui crée des festivals, qui participe à des manifestations culturelles, et donc là qui exprime ce qu'il est. Et notamment, on a analysé de façon longitudinale comment ce qui était au début la rentrée des associations est devenu un spectacle collectif qui fait chaque année la rentrée avec un propos qui porte lui-même sur l'interculturalité. C'est-à-dire est confié à un artiste la tâche de rassembler les associations volontaires pour créer en commun un artiste entre des professionnels, des bénévoles, des amateurs, et qui fait un spectacle où le propos même est souvent sur la frontière, sur la rencontre, etc. Et ce spectacle lui-même a été quasiment systématiquement pris pour objet dans les études faites pour le CCO. Et le CCO, enfin, j'ai vu une espèce de mise en abîme à chaque fois de qu'est-ce que c'est que ce spectacle pour parler de ce qu'est le CCO, pour parler de sa façon de faire l'interculturalité. Donc on en a rajouté une louche en prenant nous-mêmes pour objet de ce comment point de passage obligé en fait, hein, pour comprendre le CCO et la façon dont il se construit comme tel et dont il se donne à voir. Donc à travers ce type d'action et ces différentes épaisseurs d'action, le CCO est identifié et se revendique lui-même pour le rôle qu'il joue, non seulement en interne et pour ceux qui le côtoient, mais à une échelle plus large. Et Fernanda Letté, sa directrice, a elle-même fait un mémoire sur le CCO où elle revendique ça, comme apportant une contribution à des manières, voilà, d'inventer des façons de concevoir le monde, de participer au monde commun, qui puisse faire place à la diversité et qui soit plus démocratique, plus juste. Donc il y a un discours très politique, hein, et volontariste là-dessus. Donc à l'issue de cette analyse, on a très bien saisi comment les pratiques se transmettent à travers tous ces savoir-faire d'accompagnement, voilà, en quoi elles sont portées dans la mémoire des gens du CCO. Il y en a qui sont là depuis 30 ans, hein, qui tiennent le CCO, qui ne veulent pas lâcher, qui sont très investis. Comment c'est inscrit même dans certaines procédures d'accueil, de fonctionnement, de choses comme ça. Comment s'accumulent des données de l'expérience à travers, par exemple, ces actions festives, etc. Reste que la question patrimoniale, elle demeure.
On est bien content, on a compris l'esprit CCO, tout ça, mais d'abord, elle ne reste pas évidente pour nos interlocuteurs. Ils résistent à penser ça en termes de patrimoine. Ça continue à être pas évident. Au bout d'1 an et quelques, on était toujours à dire oui, mais patrimoine, pourquoi vous parlez de patrimoine? Et ensuite, parce que les catégories habituelles pour penser le patrimoine nous aident guère à penser ce qu'on observe là. Il n'y a pas d'objet, il y a peu d'archives, il n'y a pas de collection, il n'y a pas d'exposition. Ils en avaient essayé une, mais ils ont perdu les objets, les trucs, les quelques trucs avaient été exposés. Le bâtiment n'intéresse personne. On est en train de parler d'un déménagement, en fait, au moment où on commence la recherche-action, et on parle de tout, sauf de préserver le bâtiment, qui est un peu moche, qui n'est pas très fonctionnel, qui pose des tas de problèmes aux voisins dès qu'il y a des concerts. Enfin, l'objectif, c'est de se débarrasser du bâtiment. Donc, tout ce qui, d'habitude, donne un peu des prises à des opérations de patrimonialisation, là, ça ne marche pas. Donc, on est un peu en peine avec nos catégories patrimoine et puis ce qu'on a là de l'autre côté. Donc, on essaye de se débattre entre nos concepts et nos observations pour faire tenir les choses. Donc, j'en viens à mon deuxième point, qui sera un peu moins long, pour voir comment on revient du coup à patrimoine impropre et comment on va essayer de nourrir cette notion avec les éléments théoriques qu'on a trouvés, et puis en continuant à mener la réflexion avec les gens du CCO. Donc je disais que ce qu'on relevait dans l'histoire du CCO, c'était le fait que les gens viennent avec ce qu'ils sont, ce qu'ils font ailleurs, et puis ce dont chacun est porteur finalement, qui se construit davantage sur le mode de la combinaison que du rapport d'exclusivité entre un lieu et les personnes qui le tiennent, avec quelque chose qui est plus de l'ordre de la dynamique que de la cumulativité dans le temps, même si il y a des choses qui sont ancrées dans la durée. Je vais revenir dans un premier temps sur le contenu théorique qu'on avait donné, que je mettais moi derrière la notion d'impropre, qu'il a fallu expliquer un petit peu aux gens du terrain, et puis après le travail qu'on a fait avec eux pour creuser ces notions-là de patrimoine, en la reliant à un travail que le CCO avait engagé sur la notion de droit culturel, qui était engagé au début parallèlement à notre travail, et puis qui s'est de plus en plus articulé à ce qu'on sait. Donc c'était en m'appuyant sur cette propension que les acteurs du CCO avaient à dire à la fois c'était le CCO, mais c'était pas le CCO. En fait, cette notion d'impropre, elle renvoie à ce que Jacques Rancière analyse du côté des luttes ouvrières, dans l'appellation, quand il dit nous sommes des prolétaires, pour lui c'est un nom impropre, c'est-à-dire c'est une appellation qui opère un décalage politique, une revendication qu'il associe à d'autres types de revendications du même ordre, du type nous sommes les damnés de la terre, nous sommes tous des juifs allemands. Pour lui, ça situe tous ceux qui s'en réclament dans une impossibilité même d'être ce qu'ils prétendent être. C'est ce décalage de la politique par rapport à la police qui assigne à une identité pour être comptée dans un compte fini. Ces revendications, elles font un décalage. Il s'agit d'introduire une faille en fait entre deux identités dont on peut assumer aucune, juif, allemand, dans cette contradiction forte. Donc c'est des revendications identitaires comme ça, militantes, alors qui collent particulièrement bien à ce qu'a pu être le CCO, qui vont au contraire affirmer le et ceci et cela, la possibilité du double, du contradictoire, qui est particulièrement intéressante sur les questions d'interculturalité. Je vous mets quelques éléments de citation de Jacques Rancière. Pour cette idée de l'impropre, c'est ça, c'est la formulation d'un un qui n'est pas un soi, mais la relation d'un soi à un autre. Un processus de subjectivation est ainsi un processus de désidentification et de déclassification. Donc on retrouve cette idée-là, c'est l'idée de subjectivation politique chez Rancière, qui permettait, me semble-t-il, de façon intéressante, du coup, de parler de patrimoine impropre, c'était redonner une dimension politique à la notion d'interculturalité, qu'on trouve au CCO de manière extrêmement forte,
qui lui donne une dimension dynamique. Alors ça, évidemment, ça a plu un petit peu plus aux acteurs du CCO que l'idée molle, d'impropre, vide, faible, quelque chose qui était difficilement, dans laquelle ils se reconnaissaient difficilement, et là qui pour le coup a fait davantage écho à l'investissement militant fort, qui accourt au CCO et à laquelle et auquel ils tiennent. Cette dimension militante, on la retrouve dans ce que le CCO était en train d'engager en même temps, qui est la réflexion sur les droits culturels, qui est quelque chose qui avait été engagé par la directrice du CCO pour justement se donner un point d'appui, de réflexion à la fois au-delà du CCO avec d'autres partenaires et en interne pour réfléchir sur dans un axe un peu éthique, sur voilà, nous, comment est-ce qu'on défend les droits culturels au CCO en faisant l'hypothèse que finalement le CCO en aurait toujours fait, c'est-à-dire aurait toujours défendu les droits culturels des gens, et en même temps que le CCO aurait besoin de s'interroger sur comment on le fait, est-ce qu'on le fait vraiment, jusqu'à quel point on est au clair sur nos pratiques là-dessus. Et donc il y a tout un processus qui a été engagé avec donc Patrice Meyer-Bisch de Fribourg, qui est fortement engagé dans cette déclaration des droits culturels, et Jean-Michel Lucas, donc il y a un des acteurs français qui défend aussi cette démarche et cette approche de façon un petit peu différente, mais donc elle avait invité ces deux personnes un petit peu avant, et puis on a organisé un débat dans le cadre du cinquantenaire sur cette question, qui avait déjà été un premier temps de mise en discussion sur ce sujet. Et puis le CCO met en œuvre, dans le cadre du Grand Lyon, un groupe de travail avec des partenaires là-dessus. Et il nous a semblé important, alors qu'on pataugeait un petit peu avec nos réflexions sur le patrimoine, de rebrancher, de dire voilà, qu'est-ce qui fait le patrimoine de CCO, et cette question de droit culturel vient aussi questionner un petit peu la façon dont les questions de culture sont prises, alors qu'on a sans arrêt, on avait des discussions sur les pratiques du CCO, la façon dont ces pratiques s'incarnent au quotidien, les valeurs et les principes. Donc on retrouvait des choses quand même qui sont à la croisée. Donc on avait proposé un séminaire de réflexion en faisant venir Jean-Michel Lucas, une collègue à lui qui travaille sur d'autres des questions proches, et puis Hélène Hatzfeld du ministère de la Culture qui pilote le programme de recherche. Et on a réuni des professionnels du CCO, des membres du CA, dans un premier atelier sur comprendre l'usage de la notion d'esprit des lieux, parce que toutes ces questions dont je vous ai parlé avant, on retrouvait cette notion de voilà, l'esprit CCO, c'est cet esprit d'accueil. Voilà. Et il se trouve que dans ce séminaire-là, il y a eu un espèce d'effet de prise de consistance d'un certain nombre de questions qu'on se posait, voilà, de moments où d'un coup les pièces du puzzle prennent, entre tout ce qu'on a posé, où on s'en sort pas, et puis finalement les morceaux se mettent en place autour de cette notion de patrimoine impropre. On avait proposé de travailler sur un petit bulletin du CCO, du petit journal CCO Info, qui présentait une assemblée générale qui avait regroupé le CCO et deux autres des associations fondées au CCO, là encore, pas le CCO en propre, mais trois associations. Le rapport moral qui remettait le CCO dans son histoire, donc la dimension remise dans l'histoire, on se situe quand même dans le temps et on essaye de se remettre en perspective historique. Et puis une réflexion qui était proposée sur la question de culture. On parlait de droit culturel, donc ça nous intéressait, à travers une charte qui avait été faite. Donc ça nous semblait cristalliser un moment fort du CCO. 94, ça fait presque 20 ans, avec quand même des formulations bizarres, parce que la culture était définie comme un outil pour communiquer, recevoir, exister et perfectionner. À cette époque-là, on était en plein développement social des quartiers avec un vocabulaire, donc on se disait ça va quand même faire crisper un peu les gens, dire perfectionner à travers la culture, c'est plus tout à fait le vocabulaire. Et on s'était dit on va pouvoir là rentrer sur aujourd'hui c'est quoi les pratiques, quels outils vous avez, même si c'est plus la culture qui est un outil. Donc on va essayer un petit peu de faire mettre en comparaison ce qui pourrait être une référence, une charte à un moment fort de l'histoire, mais en même temps sachant qu'il y aura forcément des décalages. Finalement, ce qui a fait tilt, c'est de comprendre
qu'est-ce que c'était que cette charte? En reprenant notamment une analyse qui avait été faite par une de mes collègues, Christine Dourlance. Paradoxalement, cette charte, on avait entendu parler de tout ça, les 3 associations, etc., mais jamais de la charte. La charte avait disparu, plus personne ne savait qu'il y avait une charte sur la culture au CCO. Il y a eu d'autres chartes d'ailleurs sur d'autres choses qui ont tout autant disparu. Et de fait, elle analyse le fait qu'une charte n'est jamais un acte de fondation. Hein, c'est pas quelque chose qui fonde, mais c'est au contraire quelque chose qui cherche à organiser les relations. Et là, ça servait justement à redéfinir des positions dans le cadre du CCO qui se retrouvait à gérer la relation avec un commanditaire public. Hein, donc il y avait vraiment là à se positionner par rapport à un certain nombre de choses. Et il se trouve que tous les termes de son analyse, dont j'ai repris là les points essentiels, c'est tous ces éléments-là, il se trouve que c'est exactement les caractéristiques qui, dans le séminaire, ont été discutées comme des éléments fondamentaux du CCO. L'importance de définir la manière d'organiser le nous, l'importance d'avoir des espaces de palabres pour régler les engagements de chacun, la nécessité de construire un réseau au-delà du CCO et de s'engager sur des relations qu'on peut activer. Donc l'idée de réseau de Granovetter est importante pour ça, dans cette idée de lien faible, puisqu'elle reprend cette idée-là, les chartes qui sont vues comme des textes faibles, au même titre que les liens faibles de Granovetter. L'idée qu'il y a toujours du vide au CCE, il y a toujours de la place pour du possible, qu'il faut toujours laisser des espaces libres, tout un ensemble de caractéristiques des chartes qu'on retrouve finalement dans le mode de fonctionnement du CCO. Et une fois qu'on avait fait ce travail, je relis une réunion qu'on avait eue en amont de la décision d'organiser ce séminaire, dans laquelle Michel Rothenberg faisait la remarque suivante, suite à une discussion qu'on avait sur le fait que nous, chercheurs, on ne produisait rien. Et il dit: je comprends bien l'impatience de Fernanda Letté, c'est la directrice, devant la faiblesse des matériaux concrets. Ce qui émerge de cette difficulté même de trouver le patrimoine du CCO, c'est qu'il est impropre, au sens de non propre, donc il reprenait ce que je venais de dire, hein, qui n'appartient pas en propre à ses acteurs, comme une église appartient à ses paroissiens, un château à ses châtelains, ou une recette de tartiflette à ses savoyards. C'est le patrimoine qu'on pourrait appeler aussi faible, ou une poutine à ses Québécois. Il n'avait pas dit ça, évidemment, je le rajoute. Donc c'est le patrimoine qu'on pourrait appeler aussi faible, sur lequel travaillent aujourd'hui les anthropologues. Et comme pour les liens faibles de Granovetter, ce patrimoine faible est d'autant plus puissant qu'il est peu institué, qu'il se construit à bas bruit, ce qui permet de multiplier les effets de levier, les liaisons avec les autres. Il est efficace car ouvert, n'enferme pas sur des récits canoniques ou des images iconiques ou des lieux à protéger. Il révèle de ce que Herzfeld nommait l'intimité culturelle, dont l'expression passe par la connivence et l'humour, plutôt que par les grandes déclarations et les récits construits. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discours construit au CCO, mais ceux-ci n'ont pas le caractère institutionnel de ceux qu'on entend dans les commémorations et certains musées. Donc je rebouclais ce qui avait été en fait le départ du séminaire, mais on n'avait pas spécialement fait attention à cette idée de faible, et c'est en retravaillant sur les chartes qu'on rebouclait. Donc c'est dans la reprise du travail que toutes les pièces du puzzle ont enfin fait sens et qu'on a pu... Le paradoxe, c'est que c'est en écrivant et dans la relecture du travail par Fernanda Letté, la directrice, où j'avais remis cet élément-là en note de bas de page, qu'elle me dit: mais ça c'est intéressant. Alors dans la réunion, elle s'était pas arrêtée dessus, et on avait continué à tourner en rond, et donc c'est le travail d'écriture qui lui-même a enfin permis que les choses soient aussi finissent par faire écho aussi du côté du CCO. Et il nous semble que c'est au cœur même de cette idée de patrimoine impropre. Là, l'hypothèse posée au départ de façon un peu comme ça, spontanée, prend sens et se confirme, que c'est dans cette idée de patrimoine impropre et pour le coup de la force de ce patrimoine faible que prend place la question de l'interculturel. C'est bien parce qu'il y a cette qualité qui n'en est pas une,
que la place de l'altérité semble possible, parce qu'il n'y a pas une conception réifiée d'un nous attaché à une vision objectivée de l'identité, de sa conservation, qu'il y a place pour l'autre, pour l'altérité, pour des altérités multiples et qui se recomposent, quoi. Avec un lien qui peut être fait avec ce que Derrida disait aussi de la langue comme quelque chose de non appropriable, qui a eu ses prolongements ensuite dans l'idée de traduction des cultures. Ça, c'est une hypothèse qui serait à continuer à creuser, parce que là aussi le bouclage l'est attrapé à la fin du travail d'écriture, et je pense qu'il y aurait là des hypothèses intéressantes à creuser. Dernier point en conclusion, finalement, ce qui est intéressant avec la dynamique qui est engagée sur les droits culturels, c'est que c'est à la fois pour le CCO un espace de réflexion éthique sur ses pratiques et sur la façon dont il mène ses actions, et qui va réactiver son patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, ce qu'on faisait avant, comment on peut le faire aujourd'hui, dans quelles conditions, et est-ce qu'on est toujours au clair avec les valeurs qu'on fait que répéter, est-ce que ces mots ils ont toujours du sens et comment on les met en œuvre, et puis ce que le CCO nous donne à penser, il le pense aussi avec nous, et il nous permet de re-questionner un petit peu aussi les fondements des droits culturels, parce que finalement c'est pas si évident que ce référentiel des droits culturels soit la solution géniale à tout, hein. Eux, ça leur sert, ça leur donne matière à penser, mais quand on regarde un peu sur quoi ça s'appuie, ce qu'il y a derrière, il y a aussi des choses à questionner. Notamment, ça s'appuie sur un certain nombre de références sur la question de patrimoine immatériel. Il y a des références faites à la convention de Faro, mais ça reste indexé à des conceptions du patrimoine que le CCO là vient, enfin ce que nous on a essayé de comprendre sur le CCO vient questionner. Premièrement, le fait que dans ces définitions-là, la conception du patrimoine demeure quand même fondée sur une notion d'héritage, avec un principe qui reste assez linéaire, une idée de tradition, de quelque chose qui est transmis dans une idée de filiation, quoi. Alors que là, on voit qu'on est sur des formes qui sont beaucoup plus rhizomatiques, hein, de choses qui marchent en réseau, qui sont qui fonctionnent assez différemment. Donc c'est un déploiement du patrimoine qui est assez différente. Et puis la deuxième dimension, c'est que on a insisté au CCO sur la façon dont il y avait des expériences, une réflexivité sur les pratiques, et que les choses se faisaient de façon active, dynamique. Or, les conceptions quand même du patrimoine, les définitions qu'on en a, on a plutôt tendance souvent à concevoir celle-ci comme quelque chose, aussi immatériel que ce soit, qui est objet d'une action, il faut maintenir, il faut transmettre, etc., préserver, tout ce qu'on veut. Alors que ce qu'on constate ici, c'est la focale l'est sur la façon dont on mobilise, dont on associe, dont on met en action, plus que sur les quelque chose, en fait. Ce qui est important, c'est le savoir maison qui se transmet, comme dont Nathalie Henich a pu parler par ailleurs. Ce qui est important, c'est on cherche moins à qualifier les patrimoines des personnes qui sont là, des communautés présentes, qu'à faire s'exprimer, qu'à permettre la création, qu'à ouvrir des espaces de fabrication commune. Ce qui est transmis, c'est plutôt la capacité d'agir, le souci de tenir l'esprit CCO, mais comme pas pour le figer, pas pour l'enfermer dans quelque chose, mais comme plutôt des visées de dignité, d'émancipation. Alors ça suppose par contre de se doter effectivement d'espaces, de palables, d'instances éthiques, de tout ce qu'on veut. Mais c'est plutôt un dispositif patrimonial qu'une institution de conservation, quoi. Voilà pour finir, ça fait peut-être plus écho à des formes créatives, d'autres modes plus politiques de patrimoine, qui font écho peut-être à ce que Tornator et Paul ont montré sur les friches industrielles et les écomusées, même s'il y a toute une série de différences qu'on pourrait développer. Mais je vais m'arrêter là. Voilà.